Bon, il faut reprendre. Il faut se remettre dans le jus, il faut parler fort, il faut articuler. Ça fait 5 mois, 5 mois pendant lesquels je ne suis pas venue tourner de vidéo et 5 mois durant lesquels j'ai totalement changé de... Bon alors vous ça se voit pas parce que j'ai à peu près refait le même décor, mais je ne suis plus du tout au même endroit, j'ai repris le boulot, d'où les 5 mois d'absence. Et donc ben voilà, je ne peux plus... C'était pas le rythme du chômage, déjà la précédente vidéo il y avait déjà commencé à avoir des trous, mais entre temps j'ai rechangé de boulot, j'ai rechangé de ville, donc ben maintenant il faut se remettre dans le jus, donc bienvenue, j'espère que vous vous souvenez de moi. Non en fait j'espère que vous vous souvenez pas de moi parce que sinon ce serait vraiment bizarre si vous avez passé 5 mois à penser à moi. Je m'inquiéterais, je m'inquiéterais. Je me suis dit que j'allais revenir comme une fleur, vous parler de livres, toujours. Et je pense que je vais commencer par vous parler des lectures un peu marquantes qui se sont faites depuis le mois de septembre-octobre, donc à peu près la dernière fois où j'ai fait la vidéo. Je pense que je vais séparer en 3 vidéos, c'est-à-dire que je vais pas 10 000 lectures très marquantes, mais j'en ai quand même quelques-unes. Et je pense que je vais séparer en 3 points, 3 vidéos si j'arrive à m'y tenir. Une vidéo graphique mais qui viendra après, et 2 vidéos sur les livres un peu plus, voilà, livre quoi. Une partie SFFF comme la dernière fois en fait, comme une des dernières vidéos, et une lecture un peu plus littérature blanche sur les lectures un peu marquantes de la fin 2023 et de début 2024. Je vais faire fi de toutes les lectures un peu moyennes. J'ai bien envie de faire si ça vous intéresse, mais je n'ai jamais fait, donc il faut que j'arrive à me mettre dedans. Mais si ça vous intéresse, n'hésitez pas à me le dire. J'aimerais faire une tier list. Bon, je pense qu'il y en a plein qui voient ce que c'est parce que c'est un peu... Enfin, c'est déjà... Il y a déjà des vidéos comme ça sur internet. C'est en fait un site sur lequel on peut trier plusieurs choses avec des catégories dont on nomme le truc, genre ça va être bouse, coup de cœur, etc. Enfin bref, j'aimerais... Si ça vous intéresse de voir un peu les lectures que j'ai faites depuis la dernière vidéo à maintenant, sommairement parce que j'en ai pas du temps que ça, je peux le faire et comme ça je ferai des petits updates sur certaines lectures que là pour l'instant, dont là je vais pas vous parler, mais si vous voulez voir. Donc n'hésitez pas à me dire si ça vous intéresse, il faudra que j'arrive à voir comment on fait une tier list en se filmant, en étant sur l'ordi, pour voir si matériellement j'ai la capacité de le faire, mais si c'est le cas et que ça vous intéresse, dites-le moi en commentaire. Et donc comme ça fait 3 minutes que je blablate, on va attaquer tout de suite. Je pense que je vais commencer par les lectures SFFF parce que c'est ce qui m'a le plus enthousiasmé dernièrement. Donc vu que la littérature blanche m'a un peu ennuyée dernièrement, je vais partir sur ce qui m'a fait kiffer. Donc c'est parti sur les lectures les plus marquantes de fin 2023, début 2024 en science-fiction fantasy. En tout premier lieu, je vais vous parler de la lecture qui m'a sorti de la panne de lecture fin 2023. C'est L'Empire du Vampire. J'avais même pas vu que ça rimait. Voilà, je viens de me dire l'Empire du Vampire, ils auraient pu... Bon bref. L'Empire du Vampire de Jay Christophe, donc ça c'est le tome 1 sorti en poche aux éditions J'ai lu en janvier là. Et alors oui, c'est un beau bébé qui fait presque 1000 pages, mais étonnamment, 920 pages, mais étonnamment c'est lui qui m'a sorti de la panne de lecture. J'arrivais vraiment, rien ne m'enthousiasmait. En plus comme j'ai commencé un nouveau boulot, la dose, et déménager, la dose de stress a été énorme, donc j'arrivais vraiment pas à me concentrer. Et je me suis dit on va retourner au back to basic, on va retourner au basique, c'est-à-dire les vampires, on va se faire un petit kiff. Même si là j'avoue qu'on est loin de la figure Twilight. Bon, quoique, si, il y a certains petits clichés Twilight, mais bon, bah c'est le vampire, c'est la figure du vampire. Mais franchement, j'ai passé un excellent moment, je ne connaissais pas du tout la plume de Jay Christophe. Donc pour info, en grand format, c'est sorti chez Deux Saxus. J'ai déjà râlé sur Deux Saxus dans d'autres vidéos, mais en gros, je suis pas très fan de leur travail d'édition. Il y a souvent des fautes, des coquilles. Ils préfèrent vendre sur les sites et sur Amazon plutôt qu'en librairie, donc je suis pas hyper fan de la maison, donc j'évite d'en lire et ou d'en acheter. Lire si je peux, mais alors je les achète pas en neuf. Et donc là, quand j'ai vu qu'ils sortaient en poche, je me suis dit, bah allez, go. Donc je l'ai commencé en me disant, panne de lecture, 1000 pages, ça va être ardos. Donc j'ai mis des petits trucs par partie, des petits marque-pages. Et ça m'a complètement aidée parce que du coup, je me mettais moins la pression. Je me disais, je lis une partie, etc. Et en fait, sa plume est super addictive, très belle, très bien écrite. Donc je m'attendais vraiment à un truc un peu plus léger parce que voilà, ils font beaucoup de romantaisie dernièrement. Donc je m'attendais à un truc un peu comme ça. Or, pas du tout. On est vraiment dans un univers un peu dark quand même. Hyper bien décrit, écrit, ficelé, donc franchement si vous aimez la fantasy et que vous attendez un truc gnangnan, c'est pas du tout le cas.
Donc dans l'Empire du Vampire, on est dans un monde où le soleil ne se lève plus et donc les créatures de la nuit, les vampires, ont pris possession un peu de tout cet univers-là, ils règnent un peu en maître. La seule chose qui protège à peu près, c'est l'eau ou la glace parce qu'ils peuvent pas nager, enfin bref, ils sont protégés un peu par ça. Ah non, l'eau, et du coup quand il neige, voilà c'est ça. Ils n'aiment pas l'eau, donc en gros, quand il fait trop froid, quand l'hiver est trop rude, et ce qui arrive encore plus vu qu'il n'y a pas de soleil, quand il gèle, ils peuvent passer certaines barrières, donc ce qui met en péril un peu le reste des humains. Et un peu les seuls défenseurs qu'il y a pour protéger les humains, c'est les... comment ils s'appellent ça? Les saints d'argent? Oui, je l'ai vu en décembre. C'est les saints d'argent, et on va suivre un peu le dernier d'entre eux, le tueur du roi vampire, enfin c'est comme ça qu'on nous le présente dans les toutes premières pages, qui s'appelle Gabriel de Léon, et il va revenir sur tout son parcours. En fait, il est fait prisonnier par la reine, donc il a tué le roi des vampires et il est fait prisonnier par la reine. Il est enfermé, c'est les tout premiers chapitres, et en fait on lui demande de raconter son histoire. C'est un vampire qui va consigner un petit peu, ça m'a fait penser un peu au Nom du Vent, pour ceux à qui ça parlerait, quand quelqu'un vient, le chroniqueur là, vient écrire la vie de Gvoth, et ben là c'est un peu pareil, c'est quelqu'un qui vient écrire sa vie. Donc on est sur des flashbacks, une construction en flashback, qui va alterner entre son enfance et comment il est devenu Saint d'Argent, et les moments où en fait il était sur les traces des vampires, en fait en quête du Graal. C'est un peu une prophétie qui mettrait fin à la nuit éternelle et qui donc détruirait un peu les vampires. Et donc on alterne entre ces deux points de vue, les parties s'alternent vraiment enfance, quête du Graal, enfance, quête du Graal, ce qui rythme encore un peu plus le récit et donne envie à chaque fois de sauter d'une partie à l'autre. Donc ouais, franchement, trop bonne lecture, beaucoup plus dark que ce que je pensais, mais bien fait quand même. Il y a des rebondissements auxquels je m'attendais pas, d'autres auxquels je m'attendais, mais super bien écrit. Et petit point que j'ai bien aimé, c'est que ça joue un peu sur certains clichés du vampire, mais de manière un peu... On a l'impression d'un peu une autodérision, c'est-à-dire que par exemple, le saint d'argent, il est tatoué quand il passe un peu des grades, il est un peu genre... son armure de tatouage, genre il doit être torse nu et tout, donc ça joue un peu sur des clichés, mais comme c'est un peu dans de la dark fantasy, ça casse un peu les codes, je sais pas comment dire, c'est pas humoristique, mais à la fois ça joue son rôle de cliché, à la fois ça s'en moque, donc bah, j'ai beaucoup aimé. Alors le seul petit reproche, c'est que, mis à part une petite phrase à la fin de du résumé sur la quatrième de coup, il y a écrit « L'auteur revient avec une nouvelle série Phénomène, l'Empire du Vampire », sauf qu'il y a aucunement écrit que c'est un tome 1 nulle part. Donc moi je croyais que c'était un one-shot, et pas du tout, c'est une nouvelle trilogie, dont le tome 2 sort la fin février aux éditions de Saxus, mais comme je ne veux pas trop l'acheter, je pense que je vais juste l'emprunter, le lire, et j'attendrai que le 2 sorte en poche aussi. Donc je suis un peu frustrée, mais en même temps c'était tellement bien que je suis très contente de savoir qu'il y a encore un univers, et ça me donne encore plus envie de découvrir Nevernight, l'autre trilogie de l'auteur. Je crois que c'est sur une apprentie assassin ou quelque chose comme ça, donc un peu mon délire aussi. J'ai très hâte de découvrir autre chose de lui, je vous le surconseille, surtout que maintenant il est sorti en poche, donc bah, pas d'excuses si on n'aime pas de Saxus comme moi. Ça fait 8 minutes que je parle et j'ai parlé que d'un livre, j'avais oublié à quel point je pouvais être bavarde. Le deuxième dont je vais vous parler, je l'ai plus en ma position, donc je vais vous mettre l'image ici, c'est Le Grand Magasin des Rêves de Lee. Bon bref, sorti aux éditions Piquet en janvier, qui est apparemment un phénomène en Corée, donc roman coréen comme vous en doutez. Lui c'était pas... Je le mets dans les lectures un peu dont je vais vous parler parce que c'est à la fois une bonne lecture, à la fois... Je pense que plein de gens ont été un peu curieux quand Piquet l'a annoncé, donc je me dis que si vous voulez un petit retour, ça fait pas de mal. Mais c'était pas un coup de cœur. En gros, on est dans un... C'est dans notre vie de tous les jours, mais quand les gens... Eh ben salut toi! Tu tapes l'incruste et oui, maintenant que je n'ai plus de pièces où m'enfermer, elle vient partout. Non, par contre, c'est pour faire les griffes, casse-toi. Donc on est dans un monde où en gros, quand les gens dorment, il y a une ville, ils peuvent se retrouver dans une ville, et dans cette ville, il y a le Grand Magasin des Rêves. Non, ça sent les bêtises là. Il y a le Grand Magasin des Rêves dans lequel les rêveurs, les clients, viennent acheter plusieurs rêves de différents types. Il y a plusieurs étages et dans ce grand magasin ils peuvent aller genre au premier étage il y a tel rêve, au deuxième étage il y a telle catégorie de rêve, au quatrième il y a les cauchemars, enfin bref. Donc il y a ce grand magasin et nous on va suivre Penny qui va être une nouvelle jeune employée dans ce grand magasin des rêves. Elle va être à l'accueil et elle va un peu nous présenter le fonctionnement de ce grand magasin des rêves avec toute son équipe d'employés plus originaux les uns que les autres et le directeur qui est un petit peu
il est un peu, ouais, il est un peu spécial, mais très drôle et très attachant. Et en fait, le format, c'est un peu genre Penny qui découvre un aspect du fonctionnement du grand magasin avec un client, un type de rêve, et du coup, on voit un peu l'univers et tout ça. Et le truc qui m'a gênée, en fait, c'est justement c'est la forme. C'est-à-dire que moi, tout le côté découverte du grand magasin des rêves, etc., l'univers est super bien fait, super bien écrit, construit. Enfin, moi, j'ai bien aimé. Mais c'est pas écrit pour être de la fantasy, c'est plus écrit pour être mais ça va pas être très sympa, mais du développement personnel, enfin moi c'est comme ça que je l'ai lu. C'est-à-dire qu'à chaque portrait de client, de rêveur, on a un peu une petite moralité et ça m'a déplu parce que j'ai retrouvé le fonctionnement de tant que le café est encore chaud que je n'ai pas aimé. Enfin, qui est pas mauvais en soi, mais qui n'est pas du tout ma came. C'est-à-dire qu'il y a vraiment un côté un peu petite morale, moralité, développement personnel. Et c'est pas pour ça que je voulais le lire, moi c'était vraiment pour l'aspect rêve. Après, c'est pour en tant que libraire, c'est bien parce que c'est un conseil un peu de lecture feel good en plus dans nos bagages de conseils, mais je sais pas, j'ai aimé l'univers, j'ai pas aimé l'aspect voilà, l'aspect chronique sociale là, ça m'a pas du tout plu et je trouve ça un peu dommage, mais je pense que ça peut plaire, donc si ça vous intéresse, sachez juste qu'il y a ce petit côté développement personnel. Le dernier que j'ai lu qui m'a beaucoup plu, c'est Porcelaine sous les ruines de Ada Vivalda aux éditions Olympe. Donc Ada Vivalda, elle est plus connue sous le nom de Chris Vuklicevic, qui a écrit du Thé pour les fantômes notamment et Dernier jour d'un monde oublié, quelque chose comme ça, qui était chez Folio SF. Et là, elle nous revient avec une petite romantaisie. Donc, quand on n'aime pas le terme, ben désolé, mais en gros, c'est une romance dans un monde, un univers de fantasy. Donc, avec une très belle couverture, très beau, voilà, très bel objet livre. Je pense que ça, c'est un peu à la mode, en ce moment. L'intérieur aussi est très joli. Et dans Porcelaine sous les ruines, elle nous présente un univers qui se base un peu dans un mélange de fantasy et de post-apo, où en fait on va suivre Alba Whitmore, qui est une ancienne génie, donc les génies qui exaucent des vœux, qui est un peu bannie sur Terre parce qu'elle accordait trop de vœux aux mortels et ça n'a pas été bien vu, donc elle s'est fait un peu chasser, exilée. Elle a erré pendant des centaines d'années sur Terre sans jamais vraiment s'attacher à un endroit. Ah, le chat pète un câble. Ah oui, elle pète un câble. Oh putain, cette tête. Donc elle erre un peu sur Terre, elle a connu beaucoup de peine parce qu'elle s'attache, mais elle ne meurt pas, les gens meurent, enfin il y a un peu ce côté-là. Donc elle est un peu en mode j'arrête de m'attacher sinon je souffre. Jusqu'à ce qu'elle trouve enfin un royaume dont elle est un peu la chef, qui est le royaume d'Hibernia. C'est une forme d'île, une archipel, dont elle s'occupe, dont elle prend soin... Putain, je suis désolée, le chat fait nimp. Bon bref. Elle prend soin des gens qui vivent sur cet archipel, elle s'en occupe, elle est vraiment très investie. Et en fait, cet archipel est menacé, notamment par comme une montée des eaux. Et le seul royaume qui pourrait l'aider, c'est l'archipel d'à côté, donc l'archipel de Comrie. Alors, ça s'écrit pas comme ça, mais au début du livre, il y a des prononciations de mots en gaélique, donc ça doit s'appeler Comrie, si je dis pas de bêtises. Et celui qui pourrait l'aider, c'est ce royaume-là, mais c'est aussi celui qui pourrait l'envahir, vu que c'est eux qui ont un peu les clés en main pour ou la sauver ou la détruire. Et ils vont envoyer un émissaire qui s'appelle Létan Alcor, je ne sais pas comment on le prononce, et qui va un peu décider du sort du royaume. Donc il est envoyé là-bas, et autant dire que ben, les deux, ils sont pas vraiment faits pour s'entendre. Mais il va y avoir chafouinage, etc. etc. Bon bref, c'est une romantaisie, mais ce que j'ai adoré par-dessus tout, c'est l'écriture de Chris Vuklicevic à la Vivalda. On a ce petit côté un peu victorien qu'on peut retrouver dans les romances anglaises que j'ai adoré dans l'écriture. C'est ultra bien écrit, c'est pas une romance... parce que moi j'en ai lu des tas, je les vois passer à la librairie, c'est un supplice, c'est écrit avec les yep. C'est pas possible en fait, c'est vraiment... Ils mettent de tout et de rien. Je vous épargne certains extraits, mais j'en avais mis un peu sur Instagram et vous avez été nombreux à me dire mais ça se fait vraiment, mais oui ça se fait, les gens écrivent n'importe quoi. Là c'est pas le cas, c'est super bien écrit, l'univers de fantasy est pour une fois vraiment développé et c'est pas juste, enfin il y a la romance évidemment vu que c'en est, mais elle ne laisse pas l'univers de fantasy pour autant. J'ai adoré les personnages, ils sont vraiment, on n'est pas dans un... on va utiliser les mots pour celles et ceux à qui ça parle. En gros, c'est un enemy to lovers en slow burn, c'est-à-dire que c'est une romance d'ennemis
qui va mener à de l'amour et ça prend son temps, d'où le slow burn, ça, la flamme brûle lentement, ça s'installe et du coup elle écrit très très bien la tension qui fait que ça monte petit à petit, genre je le déteste mais en même temps il y a ça qui me plaît chez lui ou chez elle, et ça elle l'écrit très très bien. Donc son écriture, son univers, ses personnages, enfin vraiment c'est un one shot, c'est pas une série. J'ai beaucoup aimé, je vous le conseille vraiment à 100%. Il faut quand même aimer la romantasy, mais c'est choupigné, c'est choupinou, ça fait du bien et vraiment il n'y a pas, ah oui, point important aussi, je le précise parce que ça compte, il n'y a pas de scène de cul. Voilà, très important. J'espère que le mot cul, j'ai le droit de le dire, je ne sais pas. Il n'y a pas de scène de sexe dans ce livre et ça fait très plaisir parce que c'est pareil, maintenant on a l'impression qu'on ne peut plus écrire un livre sans aucune scène de... Enfin, qu'il faut qu'il y ait des scènes de sexe parce que sinon ça ne se vend pas. C'est pas vrai, la preuve. Elle est dans les top ventes de... Bah de vente. Elle est dans les top ventes de livres et elle a mis aucune scène de sexe. Donc comme quoi on peut faire un très bon livre de romantasy sans écrire une putain de scène de cul. Voilà. Donc c'est Porcelaine sous les ruines de Ada Vivalda aux éditions Olympe. Et la dernière lecture, 17 minutes, il va falloir que je me remette dans le montage pour essayer de faire ça plus court. La dernière lecture de fantasy dont je veux vous parler, c'est La maison aux pattes de poulet de Gina Rose Nethercott, publiée chez Albin Michel dans la collection Imaginaire. Celui-ci, je l'ai lu sur les bons conseils d'une copine libraire à moi. Sabrina, si tu passes par là, coucou et merci pour le conseil. Alors, ça se passe dans l'univers folklorique un petit peu de Baba Yaga. Donc, en fait, on va suivre les petits-enfants. Oui, c'est la grand-mère. Donc, les petits-enfants de Baba Yaga. Baba Yaga est décédé. Et en fait, on va suivre Isaac et Bellatine Yaga qui ont hérité de la maison aux pattes de poulet. Les deux ne se parlent plus depuis plusieurs années, je crois. Ils sont un peu en froid, pas forcément fâchés, mais un peu en froid. Et suite au legs de Baba Yaga, ils vont se retrouver et devoir renouer pour savoir un peu ce qu'ils vont faire de cette maison en fait. Genre ils arrivent sur un quai, on leur débarque cette maison qui ressemble vraiment à un poulet quoi. Mais ils ne savent pas trop quoi en faire. Bellatine est plus partante pour la garder. Isaac est un peu désinvolte, il a plutôt envie de s'en débarrasser. C'est un mec qui est sur les routes et qui vivote un peu de droite à gauche, donc ben, il n'a pas forcément spécialement envie de la garder. Donc ils vont se mettre d'accord, elle va entre guillemets le payer, racheter sa part en participant à des spectacles de marionnettes pour gagner un peu d'argent pour que lui il en ait, et son argent à elle, elle lui donne, comme ça c'est sa part pour la maison. Sauf que ça ne se passera pas aussi facilement parce que la maison est poursuivie par une sorte d'entité maléfique qui s'appelle Ombre Longue et qui a pour but de détruire cette maison aux pattes de poulet. Et en fait, on va alterner les chapitres entre le point de vue de Bellatine et le point de vue d'Isaac, mais aussi le point de vue de la maison qui revient sur son enfance, comment elle est née, maison, pattes de poulet, donc poussin, pattes de poulet, poussin, maison, maison, poussin, et sa rencontre et son histoire avec Baba Yaga. Ça va être mêlé à notamment l'histoire avec un grand H. J'en dis pas plus parce que je pense que c'est quand même... c'est pas un secret si je vous en dis plus, mais j'ai l'impression que c'est quand même mieux de le découvrir sans savoir. Mais en gros, c'est quand même lié à l'histoire avec un grand H. Mais ce que j'ai adoré dans ce livre, c'est l'écriture. Pareil, j'ai trouvé ça super bien écrit, ça se lit tout seul, c'est un peu gros quand même, enfin il fait genre 600 pages, 500 pages. 500 pages, mais il se lit tout seul, ça se dévore. J'ai aimé l'alternance des points de vue, j'aime toujours ça dans un roman parce que ça permet de, je trouve, de pas s'ennuyer, ça rythme mieux le récit. J'ai bien aimé les personnages parce qu'ils sont vraiment pas manichéens, ils sont ni... Ne fais pas tes griffes sur moi, pitié. Ils ne font... Ouais, bon. Ils sont ni noirs ni tout blancs, enfin ils sont gris, ils sont nuancés comme n'importe quel humain. Et ça j'ai beaucoup aimé, même si parfois ça les rend un peu agaçants, je suis d'accord, mais c'est vraiment pas la grosse partie. Donc, et j'ai trouvé que c'était ultra touchant, j'ai beaucoup aimé ce côté, il arrive des choses magiques, mais ça a pas l'air de choquer les gens, genre comme si voir une maison à pâte de poulet c'était totalement normal. Les gens se questionnent pas plus que ça, et j'ai aimé qu'on s'attarde pas sur les réactions des gens. Il y en a qui ont parlé de réalisme magique, c'est un peu ça effectivement, on a l'impression que ça se passe de nos jours, on pourrait voir une maison pâte de poulet, on se dirait bah ouais normal, j'ai déjà vu ça, pas toi. Donc ouais, ça j'ai bien aimé, et j'ai aimé ce côté livre d'action, livre... les griffes sur le fauteuil. Mais ceci dit, ça peut faire bien pour la miniature, continue, si tant que tu montres pas ton cul.
Donc voilà, c'est un livre qui est rempli de belles choses. Ça passe de la cruauté à la tendresse, du réalisme à la magie, du merveilleux au conte cruel. C'est une alternance de plein de choses, sans que ce soit un fourre-tout et un n'importe quoi. J'ai beaucoup aimé, je vous le conseille, c'est vraiment une de mes bonnes lectures là, de début 2024. Et merde, je pensais qu'elle l'atteindrait jamais. Pour l'énième fois, je vous le conseille, c'est une très très bonne lecture. Ça me fait très plaisir de revenir en vidéo, j'espère que vous aussi. Sinon, tant pis. Je vais essayer de tourner tout de suite dans la suite le point littérature peut-être plus blanche, même si j'aime pas ce terme. Et je ferai le point de lecture graphique plus tard parce qu'il y en a deux que j'aimerais finir dont je pense que je vais avoir envie de vous parler. N'hésitez pas à me dire si l'un de ces livres vous fait envie, si vous en avez lu l'un d'eux. Et franchement, je suis très curieuse pour la tier list, je sais pas comment on dit. Donc si jamais vraiment ça vous plaît, ou si même vous connaissez un peu l'usage et que vous pouvez m'aider, je suis preneuse, sinon je me renseignerai moi-même. Sur ce, eh ben, je vous souhaite de bonnes lectures, j'espère que tout va bien dans vos vies, et je vous dis à très bientôt.